Oui, on parle maintenant de ce qu'on appelle d'innovation sociale. Je ne sais pas par qui je peux commencer. Peut-être Mathieu Sepagnac, non, sur l'économie circulaire. Concept. Ah, il y a des micros. Vous êtes parti avec vos micros ou pas? Oups, bravo. Économie circulaire, un terme quand même qu'on entend depuis quelque temps, mais qu'il nous faut peut-être préciser. Oui. Et rapporter à notre sujet, Solibat. Alors, on va parler économie circulaire, on va parler réemploi. Alors, innovation sociale, mais aussi innovation environnementale. Je vais faire le lien un peu avec tout ce qui s'est dit tout à l'heure, mais en plus en finissant sur le macro et le micro, notamment. D'un point de vue micro, on sait à peu près faire. Enfin, globalement, les actions que nous on mène, elles sont très transversales. On vit dans un monde complexe, donc tout est compliqué. On parle d'humain, mais on parle aussi d'administration, de trucs. Voilà. Ouais, j'aime pas trop qu'on dise que le Bricobus c'est un dispositif, parce qu'on avait dit que c'était pas un dispositif, on avait dit que c'était une démarche. Donc ça, c'est important quand même de le souligner. Vous pouvez en dire plus là-dessus? Pourquoi vous faites cette distinction dispositif, démarche? Pourquoi c'est important? Parce que des dispositifs, il y en a trop. Il fallait qu'on innove. Alors voilà, on a dit démarche. D'accord. Okay. Mais c'est hyper cadré. Il y a un gros travail qui a été fait. Et donc là, on est vraiment sur le local, mais en gros, vraiment le micro, mais on parle de quoi? On parle de chantier. Donc alors après, que ce soit des chantiers BBC ou pour des locataires ou etc. Bon voilà, on parle de chantier. Le chantier, c'est quoi? C'est des gars. Enfin, puis on parle d'auto-réhabilitation accompagnée. L'auto-réhabilitation accompagnée, c'est juste une bande de potes qui viennent aider un autre pote avec des jeunes à rénover chez eux. On est d'accord? Donc ça, c'est l'idée basique qu'on appelle une grande innovation, mais finalement, c'est juste de l'entraide et de la solidarité. Et ça a toujours existé. Donc ça, c'est le chantier. Le chantier, donc c'est de la main d'œuvre, donc des artisans ou nous, par exemple, où on va accompagner les gens pour faire quelque chose. On va agir sur quelque chose qui est l'enveloppe du bâti. Donc ça, on pourrait appeler la main d'œuvre. Donc, mais il faut mettre en œuvre des choses, des matériaux. Parce que s'il n'y a pas de matériaux, on ne rénove pas. Bon, et les matériaux, ça coûte cher. C'est pour ça que ça coûte super cher, d'ailleurs, la rénovation. Donc après, c'est un coût. Si on réfléchit, le coût, comment est-ce qu'on peut éviter ce coût? Donc là, maintenant, je parle d'économie circulaire et de réemploi des matériaux, où là, je veux mettre un peu en approche macro. Parce qu'on parle de transition énergétique, de transition écologique, on parle de réduction de CO2, etc. Mais en fait, je suis quasiment persuadé qu'ici, personne ne baigne rien sur les histoires de CO2, c'est quoi, pourquoi, le lien avec le réchauffement climatique, etc. Bon, voilà, je pense Vous avez entendu Safia Azni qui nous dit que c'est absolument pas un sujet là chez les voisins qui tournent. Non, mais bien sûr, mais mais parce que là, on peut même passer du micro au macro. Bon. Mais de votre côté, pardon de vous interrompre, mais lorsque vous avez démarré votre plateforme, au départ, c'était une vocation sociale. C'était vous y alliez pour réutiliser les matériaux et pour aller. Et puis cette préoccupation écologique est montée en puissance. Ouais, on a commencé à en parler de plus en plus et effectivement, en s'intéressant un peu à la question des déchets du bâtiment, notamment. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 46 millions de tonnes par an. Les déchets, les emballages, c'est une catastrophe. Du bâtiment, juste du bâtiment. C'est 240 millions de tonnes avec les travaux publics. C'est 11 tours Eiffel par jour de déchets. Et en fait, dans ce volume de déchets-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut réemployer, qu'on peut utiliser. Et c'est un vrai levier pour pouvoir faire des choses. Alors un certain nombre de donateurs, donc il y a Fin Atlantique ici, on a bénéficié de radiateurs, de ballons, de ces entreprises-là. Il y a des partenariats qui sont en cours avec Isover, avec Saint-Gobain, le groupe Saint-Gobain d'une manière générale, sur des matériaux qui sont neufs aussi, des choses qu'on appelle les invendus. Enfin, un peu comme pour les légumes, c'est le légume moche, la carotte qu'on ne peut pas couper bien, on va la foutre à la poubelle. Bon, là, c'est pareil, il y a un petit trou dans l'isolant, il va partir à la poubelle. Ou un emballage mal fait ou quelque chose, ça suffit. Voilà, c'est ça. Et en fait, tout ça, ça a un impact carbone. Voilà. Donc, quand on parle de réduction de carbone en 2000, je ne sais pas combien, il faut que ce soit ça. Alors, effectivement, rénover les bâtiments pour qu'ils soient beaucoup plus sobres et qu'on soit sur des niveaux BBC pour consommer beaucoup moins, oui. Mais ça, c'est un coût d'énergie. Ça coûte de l'énergie. Donc, le but aussi, c'est pas non plus de surproduire parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la surproduction qui partent à la poubelle. Et le fait de les mettre à la poubelle, ça a un impact carbone. Et en fait, assez rapidement, Solibat, on s'est dit, faudrait qu'on essaye de structurer ça aussi
pour pouvoir mettre au bénéfice de la rénovation finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'environnemental. Parce que tout ce qu'on va mettre qui sort de cette plateforme-là, qui était voué à partir à la déchetterie, bah, ça va aider quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et en plus, ça a un côté écologique, parce que c'est du CO2 en moins. Par notre intervention, on arrive à faire un différentiel entre une intervention classique qui consiste à aller chercher du matos chez un fournisseur, de le poser. Si on fait la comptabilité carbone de l'intervention, bah, c'est moins bien que si ça vient d'une plateforme de réemploi. Et là, il y a toute une filière à structurer, mais les gisements sont énormes. Quand je parle de 46 millions de tonnes, c'est beaucoup. Oui. Et dans ces 46 millions de tonnes, c'est uniquement 1% qui est utilisé. Ouais. Donc, mais alors, on ne l'a pas précisé. Je n'ai pas dit que vous étiez en centre Val-de-Loire. Hein, oui, en Indre-et-Loire, oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire vous récupérez ces matériaux, donc il faut les garder, il faut les stocker. Vous avez de quoi? C'est ça. Alors, c'est ça. C'est un peu le nœud du problème, parce que on n'est pas dans des logiques de flux tendus. On est dans l'économie circulaire, mais aussi l'économie sociale et solidaire. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes temps. C'est pas pareil. Donc, il faut du temps de stockage. Pour stocker ces matériaux, le temps de les placer sur les chantiers qu'on aurait identifiés là, demain ou maintenant. Enfin bon, ça manque pas, hein, il y en a plein. Il y a plein de trucs à faire. Mais ce stockage-là, c'est une vraie limite, parce que là, pour le moment, c'est nous qui supportons les coûts de stockage. Vous avez des entrepôts, C'est des entrepôts, tout à fait, mais qu'on paye comme tout le monde. Donc du coup, c'est essayer de trouver aussi des moyens, des partenariats pour essayer de... Alors on essaye de le faire avec des bailleurs en occupant, on va dire, des surfaces du foncier qui a été... réservé pour des opérations immobilières de logements sociaux plus tard, mais on n'est que sur du temporaire. En fait, pour pouvoir sécuriser cette filière-là, on ne peut pas fonctionner sur comme on a l'habitude de faire, sur des appels à projets. On va avoir 2 ans de financement. Au bout du 2 ans de financement, il n'y a plus rien. Il faut que ce soit pérenne. Et donc là, on se fixe plus sur la question de traitement du déchet vis-à-vis des donateurs, parce que moi, je considère que le Solibat a beaucoup plus de valeur ajoutée dans ce qu'on fait que, désolé, j'espère qu'il n'y a pas de Suez ou de Veolia ici, mais dans le traitement des déchets, qui consiste à faire payer l'entreprise, l'industrie qui aura fabriqué le produit et du coup le déchet, soit à le brûler, soit à l'enfouir, et on n'en parle plus, ce qu'elle fait et qui a un impact environnemental important. Vous avez cité Saint-Gobain, mais vous travaillez avec les grandes entreprises, vous communiquez auprès d'elles, les grandes et les petites d'ailleurs. Oui, alors après, on agit du coup en micro et aussi en macro. Alors parce que Solibat, c'est effectivement une plateforme de matériaux, mais aussi une plateforme de mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'au moment où on a développé, c'était essayer d'utiliser le levier de la défiscalisation, puisqu'on est déclaré d'intérêt général. Donc en fait, c'était défiscaliser des stocks de matériaux, des dons d'entreprises, mais aussi du temps homme, du mécénat de compétences. Et donc, c'est des choses qu'on expérimente là maintenant et qu'on essaye de structurer un peu plus aussi pour faire venir les entreprises sur des chantiers où elles ne veulent pas spécialement aller non plus. Parce que ce qu'on n'a pas dit d'une manière très générale sur la question de mal logement, c'est aussi que c'est très difficile de trouver des entreprises qui sont prêtes à s'investir dans ces chantiers-là pour des questions assurantielles parfois. Mais aussi pour des questions simplement d'être payé, parce que les subventions elles doivent arriver assez tard. Bon, alors après c'est compliqué, mais voilà, on fait tout pour essayer de mettre en place des solutions qui fonctionnent plutôt pas mal. C'est très intéressant, semble-t-il. Gilles Beauclerc, d'ailleurs, à votre direction, on parle de transition énergétique et écologique, donc ça vous parle à la Banque des Territoires, ce qui se dit là? Oui, tout à fait. On est bien en ligne avec ça. D'abord, vous savez peut-être aussi que la Banque des Territoires soutient l'économie sociale de manière générale. C'est pas donc typiquement ce que vous faites. Vous l'avez dit d'ailleurs, c'est ça quand même. C'est du recyclage dans un cadre d'économie sociale et solidaire. Donc ça nous parle complètement. Je pense que c'est un élément de cohésion des territoires, de toute façon, tout simplement l'économie sociale. Et puis au-delà de ça, effectivement, moi il me semble que on a un chantier gigantesque devant nous à l'avenir. C'est vraiment la question du recyclage et de la retransformation des déchets, ce qu'on appelle des déchets, sachant qu'effectivement, vous parliez des volumes sur les déchets des bâtiments, mais c'est un énorme problème. On a des filières qui ne sont pas encore structurées en France sur le sujet. On en trouve d'ailleurs une grande partie dans la nature, dans des dépôts sauvages. Donc il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à payer pour traiter leurs déchets. C'est quand même ça aussi le fond du problème. Et je pense que déjà, si on avait une logique où celui qui génère le déchet, ou en tout cas qui en tire une valeur ajoutée. Un peu plus répressive, non? Pas forcément répressive, mais en tout cas, qui a une contribution financière, je dirais, par tous les étapes de la chaîne de valeur.
ça permettrait de générer des moyens effectivement pour revenir financer des filières ensuite de recyclage. Oui. Oui, pardon. Ouais, il y a un cadre légal là, depuis le 20 février 2020 qui impose à partir du 1er janvier 2022 le monde du bâtiment notamment à mettre en place des éco-organismes qui financent, et aussi au niveau local, ce qu'on appelle la loi AGEC, à partir du 1er janvier 2022, qui permettrait de financer du coup des actions type Solibat très localement. Bon, je sais pas si, peut-être que ça va pas être au 1er janvier, mais on va pas attendre. Nous, on va faire un éco-organisme un peu à notre sauce, et ça va bien se passer. Et on peut dire aussi, Mathieu Sepagnac, que pour les grands précaires, pour les passoires thermiques, comme on dit, les émissions de carbone sont importantes. Ce sont de grands émetteurs, c'est terrible à dire, mais... Oui, c'est vrai, mais moins que les grosses entreprises, si on se met sur une approche macro, c'est pas les pires. Et sur certains exemples qu'on a pu avoir tout à l'heure, des fois on crée de la facture énergétique là où il n'y en a pas. C'est ce que disait Romain tout à l'heure. Mettre des systèmes de chauffage dans une grange, c'est 35% de performance énergétique en plus, mais bien sûr, c'est pas efficace. Réaction, messieurs, sur cette expérience d'économie circulaire, avant d'en revenir à ce que vous avez à nous dire. Oui, je vous en prie, Patrick Gachet. Vous voulez réagir à ce qu'il nous présente? Non. Non. Je vais laisser la place peut-être à mes collègues. Je suis un peu embarrassé, je connais trop bien Solibat. Mais vous pouvez en dire du bien, c'est pas interdit. Bon, alors on enchaîne avec une autre expérience, mais j'aurais aimé vous entendre quand même. Oui. J'y reviendrai. Alors Bernard Zinsi. C'est extrêmement intéressant dans le cas Mais il y a une dimension écologique, en tout cas, qu'on n'a pas beaucoup entendue jusqu'à présent. Et puis d'aide à la rénovation pour les ménages les plus précaires. C'est tout à fait intéressant. Comme les chauffe-eau atlantiques dont on a entendu parler tout à l'heure. Oui, par exemple. C'est le don, moyennant le fait que ça ne fasse pas disparaître les aides ANA, évidemment, comme on l'a dit, mais le don en nature, c'est aussi quelque chose qui est très important, notamment pour les rénovations lourdes, qui sont... inabordable, si je puis dire, pour les ménages les plus précaires. Mais je reviendrai sur la grande précarité tout à l'heure. D'accord, vous y reviendrez tous les deux et ensemble en plus. Oui, Gilles Vauquelin, encore un mot. Non, sur la question de la diminution des coûts sur la rénovation, c'est un sujet très important. En fait, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aller jusqu'au bout en termes de subventions parce qu'il y a des limites budgétaires. Donc, vous voyez qu'une des solutions, c'est de diminuer les coûts, en fait. Alors, il y a plusieurs pistes. Celle que vous venez de décrire, à mon avis, est une piste intéressante, effectivement, surtout pour des gens qui n'ont pas les moyens de payer en face. Donc, c'est d'autant plus intéressant de faire du recyclage. Mais de manière générale, je pense que le recyclage est une bonne chose. Et puis après, il y a aussi une autre piste qu'on est en train d'explorer. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, ça s'appelle Energy Sprong. Ça touche la Bretagne et la Pays de Loire, notamment, pour les bailleurs sociaux. Ils ont fait un groupement d'achat à 14 sur 2000 logements et ils consultent pour voir si on a des solutions, notamment de réponse industrielle pour faire de la rénovation par l'extérieur. Et on n'a pas encore les résultats, ça devrait arriver bientôt. Mais je pense qu'on va quand même arriver à faire baisser les coûts. Et là, on fait des bâtiments passifs. C'est même pas même pas BBC, c'est carrément, ils sont passifs, ils ne coûtent rien en énergie. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, un bâtiment comme ça coûte 130 000 €. Une rénovation comme ça coûte 130 000 € le logement. L'idée, c'est de faire venir ça autour de 60-70 000 €. Donc voilà, ça c'est des pistes, je pense, qui sont très importantes. Il faut qu'on travaille aussi sur cette question du coût. On est bien dans l'innovation là. Mais oui, Martin Dacieux, vous vouliez aussi réagir. Avec un micro, c'est mieux, mais pas le mien. Voilà, on va les faire circuler. Ouais, non, il y avait un paradoxe tout à l'heure. On parlait d'écologie versus social. Et je trouve que Solibat, c'est vraiment réconcilier l'écologie et le social. Et ça, c'est un point important, c'est que par l'économie circulaire, par le réemploi, on diminue le reste à charge. Et donc, en fait, on peut concilier ces deux objectifs. Voilà. Restons encore avec vous, Martin Dacieux, sur ces chantiers expérimentaux. Donc, pour 2022, vous nous les présentez. Oui. En fait, aujourd'hui, nous, on pense que la question du faire, du démonstrateur, de nos actions au quotidien, elles doivent s'intégrer dans notre stratégie un peu de plaidoyer. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'on s'inscrit tout à fait dans le cadre du rapport Sichel. Les deux sujets qui en sont sortis tout à l'heure, c'est comment on fait pour renforcer l'accompagnement, notamment vis-à-vis des ménages précaires,
et comment on fait aussi pour, si possible, faire diminuer le reste à charge. Et concrètement, l'action des compagnons bâtisseurs, à travers l'auto-réhabilitation accompagnée, elle se retrouve confrontée à ces deux enjeux, qui fait qu'aujourd'hui, sur les questions de précarité énergétique, de rénovation énergétique globale, performante ou par geste, on a aujourd'hui des limites et on estime que pour pouvoir déployer cette démarche, il faut absolument qu'on soit en capacité de pouvoir renforcer ces deux enjeux. Et à travers, on va dire, un fonds d'intervention doté par l'ensemble des partenaires privés qui accompagnent les compagnons bâtisseurs, on souhaiterait donner à voir sur une trentaine de chantiers notre utilité au quotidien. Et depuis tout à l'heure, on évoque aujourd'hui pas mal d'hypothèses. On explique que les compagnons bâtisseurs sont intéressants parce que par leur ingénierie financière, administrative, par leur accompagnement renforcé, ils arrivent sur le long cours à suivre des ménages, à les accompagner durablement pour faire sortir des projets de rénovation énergétique. On explique également que cette rénovation énergétique réalisée en ARA, elle permet notamment de faire baisser le reste à charge parce qu'on a de multiples financements, mais surtout par l'apport des habitants au quotidien, cet apport travail. Et enfin, et ça c'est un autre enjeu, on explique qu'on parlait du macro versus micro, c'est que de temps en temps, nos actions, elles sont légitimes par la question de l'urgence. Lorsqu'il faut intervenir rapidement, on estime qu'on ne peut pas attendre 2 ans ou 1 an et demi pour pouvoir rentrer dans le logement et notamment réaliser les travaux de mise en sécurité. Pour pouvoir tenir ce discours et pour pouvoir accompagner un petit peu la question du plaidoyer, on se doit aujourd'hui de pouvoir fournir des éléments, des données, des indicateurs pour prouver un petit peu de la pertinence de notre démarche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 2 gros interlocuteurs. On a l'ANA d'une part et l'ADEME au regard des aides qu'on peut mobiliser. Ce qu'on souhaiterait faire, nous, à travers ces 30 chantiers accompagnés en rénovation énergétique, bénéficiant d'un fonds d'intervention spécifique, c'est d'une part se donner les conditions optimales de réussite par un renforcement de l'accompagnement, par une baisse du reste à charge, et d'autre part, c'est de pouvoir engager un dialogue avec l'ANA notamment, et on le voit aujourd'hui avec France Rénov', c'est l'ANA qui va financer de plus en plus ce type de projet, engager un dialogue pour redéfinir un cadre qui nous semble peut-être plus adapté. Et ce cadre, il passe par plus de financement sur les sujets qu'on a évoqués, mais aussi par une certaine simplicité. On pense que l'auto-réhabilitation accompagnée, elle nécessite aussi peut-être plus de souplesse et de revoir avec l'ensemble des acteurs comment tous ensemble, collectivement, on avance sur ce sujet. Oui. Les partenaires privés, que vous en avez déjà plusieurs oui. en vue. Oui. Alors, je tiens à les remercier. Ils sont ici présents déjà dans la engagés, salle. Oui. Alors, je n'ai pas envie de faire d'impair pour ne en oublier. On peut dire qu'on en cite quelques-uns. Oui, on peut en citer quelques-uns. Donc, je sais qu'on a notamment Malakoff Humanis, on a également GRDF, on a, je sais pas, j'avoue, je peux avoir un trou. Donc je vous aide un peu. Ouais, je voudrais bien. Fondation Valorem. Tout à fait. Fondation Legrand. Aussi. Weber Saint-Gobain. J'allais le dire. Merci. Merci pour eux. Énergie solidaire, vous l'avez dit? Je sais plus. Non. Moi, c'est tout. J'en ai pas d'autres. Voilà. Il y en a peut-être d'autres encore. Non, mais c'est très important de le savoir. Et puis, par ailleurs, vous souhaitez que ces chantiers, 30, vous avez dit, 30 dès 2022. Aujourd'hui, oui, ce qu'on souhaite... Et partout sur le territoire. Partout sur le territoire. C'est ça qui est important. Alors, c'est important parce que, et là j'en viens peut-être pour parler des compagnons bâtisseurs, c'est qu'on a des associations qui travaillent déjà auprès des propriétaires occupants sur des travaux de rénovation énergétique. Nous, l'enjeu de ce fonds, c'est aussi d'accompagner cette montée en compétences et donner peut-être des conditions renforcées pour certains compagnons bâtisseurs sur des territoires où on se lance parce qu'on est sur des travaux plus ambitieux et donc c'est aussi ça. Plus de territoire, c'est aussi, comme l'évoquait tout à l'heure Caroline, la question de l'outre-mer. Quand on parle de rénovation énergétique, de performance, c'est aussi lié au confort d'été et comment on adapte nos techniques à ces territoires. Mais je crois aussi que c'est une manière peut-être plus efficace de répondre aux situations d'urgence dont on a parlé, qui demandent parfois 18 mois d'intervention. Oui. Nous, ce qu'on souhaite, on a plusieurs objectifs.
L'auto-réhabilitation accompagnée, c'est pour venir en aide à certains types de publics. On a évoqué les ménagers les plus précaires, sur certains types de territoires, pour certains types de travaux qui nécessitent une intervention rapide. Et peut-être pour faire le lien avec Ensemblier Solidaire, c'est que ce projet, on estime aussi qu'il passera aussi par plus de coopération avec l'ensemble des acteurs présents dans les chantiers d'ARA. Et c'est vrai que l'auto-réhabilitation accompagnée, c'est une part conséquente, mais c'est pas tout. Et c'est aussi le lien qu'on peut faire avec d'autres intervenants comme les artisans, les entreprises et les opérateurs. Merci, c'est très clair. Alors Patrick Gachet, vous allez maintenant vouloir nous parler, puisqu'on va aborder l'intervention des ensembliers solidaires dans ce processus. Oui, alors moi je vais d'abord en parler, mais avec tant Bernard que Saincy, voilà. Tous les deux, bien justement, entendu. c'est vrai que Bernard était plutôt censé présenter l'ensemble. Et, partagez-vous comme vous voulez, ça c'est à vous de voir. Tu veux d'abord, non, parce que c'est plutôt que, je sais pas, je propose, ce serait peut-être mieux que tu présentes l'ensemble de façon à ce que je puisse mieux situer l'intervention de Dorémy. Parfait. En tant que voilà. Alors Bernard Saincy, c'est vous qui commencez. Déjà, je présente l'association Stop Exclusion Énergétique. C'est une association qui regroupe 70 organisations, des grandes entreprises, de l'énergie, du bâtiment, de la protection sociale, les grandes associations humanitaires et caritatives comme le Secours catholique, ATD Quart-Monde, etc., des collectivités territoriales, des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire comme les compagnons bâtisseurs qui sont évidemment des membres actifs de Stop Exclusion Énergétique, mais aussi Dorémy, Réseau Ecohabitat, donc les opérateurs. Et l'idée de cette association, elle est venue de discussions où chacun disait on a un petit bout de la solution, mais tout seul, on n'arrivera pas à mener vraiment l'enjeu qui est l'enjeu prioritaire, qui est la massification de la rénovation pour les gens les plus en difficulté, ce qu'on appelle, nous, les grands précaires. Et c'est important de bien définir la précarité énergétique de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qui sont des gens en précarité énergétique, mais il y a aussi des gens en très grande difficulté, et on s'adresse plutôt à ces personnes-là, en commençant notamment par une volonté de faire disparaître toutes les passoires thermiques avant 2030, par un effort de rénovation extrêmement important. Et là, il y a deux choses qui ont déjà été évoquées, mais il y a les deux blocages que tout le monde connaît. C'est-à-dire comment on finance le reste à charge sur une enveloppe de travaux de 50 000 € quand on est dans de la rénovation globale et performante, donc pas par petits bouts, mais avec une cohérence globale. Et ben, quand on cumule toutes les aides, plus tout ce qu'on peut trouver localement, on arrive à peu près, pour les gens en plus grande difficulté, à financer 90% des travaux. Il reste encore 10%, et 5 000 € pour une famille dont les revenus fiscaux annuels pour 4 personnes sont inférieurs à 27 000 €, c'est impossible à faire. Donc il n'y a pas de rénovation. Et un des constats qu'on a pu faire dans la dernière période, c'est qu'en fait la rénovation de ceux qui en ont le plus besoin, la rénovation thermique des bâtiments, des logements de ceux qui en ont le plus besoin, ben justement, elle n'était pas faite. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pendant très longtemps, c'était la classe moyenne qui arrivait à faire de la rénovation énergétique. C'est déjà bien, d'ailleurs, en termes d'environnement. Mais les plus concernés, ceux qui sont les plus grandes difficultés, ben finalement, n'arrivaient pas à en bénéficier. Et c'est ça qu'il faut essayer d'inverser, justement en traitant la question du reste à charge. Et sur ce point de vue, je voulais dire, le prêt avance mutation, c'est très bien comme mesure, sauf que je ne suis vraiment pas sûr que ce soit adapté pour les grands précaires. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis 3 ans, que ça existe déjà, même si c'est un peu amélioré maintenant, il n'y a pas de grands précaires qui vont utiliser le prêt avance mutation. Avec votre micro, oui. Si vous l'avez. Oui, non, sur ce point, effectivement, on avait constaté que le prêt avance mutation existait et qu'il ne fonctionnait pas bien. Parce que d'abord, et ce qu'on s'en est rendu compte, c'est que les banques ne voulaient pas le distribuer. Bon, voilà. Et là, en l'occurrence, ce qui a changé, c'est que comme on a eu une négociation avec l'État qui a finalement accepté de garantir le prêt avance mutation à hauteur de 75% avec le fonds FGRE, c'est un fonds qui existait déjà auparavant. En fait, maintenant, on a 2 réseaux bancaires qui vont se lancer, la Banque Postale et Crédit Mutuel. Sans doute aussi, la Caisse d'épargne va sans doute y aller aussi. Et donc, on aura une offre. Alors après, est-ce que la demande sera là ? On verra. Parce qu'effectivement, c'est un choix de dire, est-ce que
j'hypothèque ma maison pour pouvoir faire mes travaux. Voilà. Alors pour 5 000 €, honnêtement, le risque est quand même très très limité, honnêtement quand même, hein, parce que votre maison, à un moment donné, si vous la revendez, vous allez la vendre bien plus cher. Rénover, vous allez la vendre bien plus cher que 5 000 €, et donc vous allez récupérer beaucoup plus que ça. On verra comment ça fonctionne, mais il faut prendre en compte la psychologie aussi des habitants qui sont en général pas très favorables à faire une sorte de crédit hypothécaire. Donc, pour l'instant, en tous les cas, c'est ce qu'on peut constater. Le deuxième point, c'est sur l'accompagnement. Donc, on a parlé de l'accompagnement renforcé. Et là, c'est la même chose. Mon accompagnateur Rénov', c'est un progrès important par rapport à ce qui existait. Par contre, pour l'instant, il n'est pas prévu vraiment un accompagnement renforcé pour les personnes en grande précarité. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par l'expérience des agriculteurs en Rhône-Alpes. Quand on a regardé avec les compagnons bâtisseurs et les réseaux Cohabitat en particulier et Doremi les dossiers de grands précaires qui avaient été traités, l'accompagnement, on l'a chiffré à peu près 7 000 €. C'est-à-dire qu'il faut 7 000 € pour accompagner une famille en grande difficulté dans son projet de rénovation. Si on massifie la rénovation, on peut imaginer, c'est en tous les cas les hypothèses qu'on a fait dans le scénario qu'on a proposé à la ministre la semaine dernière, c'est qu'on peut arriver à un coût qui serait de l'ordre entre 4 000 et 5 000 €. C'est encore important, mais c'est atteignable par rapport à... Et c'est nécessaire surtout. C'est-à-dire que le rapport Sichel, d'ailleurs, dit à un moment, cite l'exemple allemand en disant qu'en Allemagne, il y a la possibilité d'accompagner les grands précaires jusqu'à 8 000 €. Donc, en fait, on est vraiment dans les clous quand on propose cette solution. Donc, accompagner, ça, c'est une question centrale. S'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y aura pas de rénovation. Parce que c'est trop compliqué, c'est sûr. D'abord, c'est compliqué pour tout le monde, hein, pas que pour les grands précaires, mais pour les grands précaires, ils accumulent tellement de difficultés que ça en rajoute, et donc ça leur fait peur, et c'est tout à fait normal. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit qu'il fallait développer un nouveau métier, et c'est l'expérience qu'on mène avec Réseau Ecohabitat, Doremi et le réseau et les compagnons bâtisseurs, c'est développer le métier d'ensemblier solidaire, c'est-à-dire des gens qui vont accompagner du début jusqu'à la fin, même après les travaux, la famille. Ils vont l'accompagner d'une façon sociale, d'une façon technique, et aussi d'une façon budgétaire, pour simplement trouver les financements. Et cet accompagnement, l'ensemblier solidaire, en fait, c'est un triptyque, on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est un tiers de confiance permanent. Ça peut être un bénévole, ça peut être un travailleur social qui fait la confiance avec la famille. S'il n'y a pas de confiance avec la famille, même nos coordinateurs techniques et sociaux, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est un tiers de confiance, un animateur technique qui est formé par Doremi en particulier sur la rénovation globale et performante, et un accompagnateur social, c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de traiter tous les problèmes de la famille liés à la rénovation, mais souvent même encore plus loin pour arriver à un résultat. Ouais. Et cette expérience, c'est cette expérience-là qu'on mène actuellement, donc Réseau Ecohabitat, les compagnons bâtisseurs et Doremi, en se disant on va faire une expérimentation, puisqu'on est une association de projet et pas une association de plaidoyer, on va faire une expérimentation sur les ensembliers solidaires, on va faire la démonstration que ça marche, et on va pouvoir à ce moment-là dire que dans mon accompagnateur Rénov', on peut participer, on peut construire un cahier des charges pour les futurs accompagnateurs Rénov'. En proposant des compétences. En proposant des compétences. D'accord. Voilà. Alors, juste pour compléter ce que vous venez de dire, ce projet expérimental, je crois que vous voulez conduire sur 18 mois, il a démarré, et vous avez 25 projets qui ont déjà été lancés au début du mois d'octobre. C'est bien cela, Patrick Gachet. Alors, cette formation, donc c'est vous qui l'assurez ? Ce ne sera pas moi directement, c'est Doremi qui dans son organisation, va s'en charger. Alors, je vais essayer d'abord de resituer quand même quelque chose, puisque tout à l'heure, on a beaucoup échangé sur la rénovation globale, BBC, niveau BBC et autres, les objectifs que se fixe Doremi, y compris sur son travail habituel, c'est vraiment de travailler, de se fixer comme objectif une rénovation complète, et non pas globale, et performante. Ça veut dire que les calculs ont été faits avant. On doit se tenir des objectifs pour 2050 qui nous conduisent à ne pas dépasser en moyenne sur le territoire 50 kWh au mètre carré de consommation. Ce qui donne ensuite un modèle qui a été élaboré à partir de
7500 maisons, simulations, donc qui est quand même relativement copieux. Solide, ouais. Un boulot de fou, je dois le dire, je n'aurais jamais voulu le faire. Je connais celui qui l'a fait déjà, et je le respecte, qui tenait à la fois compte de tous ces calculs de projection, dire avant 2050, il faut qu'on ait rénové tant de maisons, il faut qu'on ait massifié, et le chiffre qui sort, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on arrive effectivement à former les moyens techniques pour y intervenir. Et comment on associe les acteurs, c'est-à-dire les artisans, les professionnels, à travailler ensemble pour atteindre cet objectif. D'où les formations qui ont été mises en place chez Doremi initialement. Et le choix qu'on a fait, je dis on collectivement, Bernard, avec ta permission, c'est effectivement de plaquer, si je puis dire, la technique Doremi pour atteindre ces mêmes objectifs en partant du postulat, c'est écrit ici, que la rénovation complète et performante doit être aussi accessible à tous. Il n'y a pas de raison que sous prétexte d'une modicité importante ou de frais supplémentaires dus par exemple à une dégradation de bâti, on l'a vu tout à l'heure dans le film avec Ayla, il y a des personnes qui puissent se décourager aussi par rapport à ça. Pourquoi pas moi? Voilà, ça c'est le premier point. Et pourquoi aussi, alors je veux dire, moi j'ai été assez rassuré que c'était possible, c'est qu'on a un peu en centre Val-de-Loire, en grand secret, suite à une demande qui est venue à la fois, c'est important de le dire, d'un artisan Doremi et de ma collègue de secteur Doremi, et aussi de la collectivité, imaginer un montage à titre d'essai qui consistait à intégrer une brique auto-réhabilitation, parce que la famille était partante, aux côtés d'un groupement Doremi déjà formé qui faisait son travail normal. Et ça, vous associez les deux presque systématiquement, en fait. Oui. Systématiquement. Enfin, on propose après tout bien ça. Sûr, on propose, c'est très important cette notion. On propose parce que ça sous-entend aussi que le groupement doit accepter de travailler de cette façon-là avec les compagnons bâtisseurs, avec la famille, parce que je rappelle, le maillon essentiel, c'est quand même la part d'industrie que la famille va pouvoir fournir pour permettre le bouclage financier. C'est-à-dire qu'on va être capable, c'était le boulot d'ailleurs de Mathieu, de chiffrer l'apport en industrie. Il représente tant, et donc on va pouvoir, grâce à ça, obtenir certaines autres faveurs qui vont permettre de sortir une situation complète, la même, on va dire, que pour tout le monde. Et en plus, d'y intégrer des matériaux Solibat qui, là aussi, vont venir, encore une fois, faire baisser la charge technique pour permettre, encore une fois, de sortir ce projet conformément. Exemple de ce que la famille peut apprendre donc, dans votre formation, le plus courant. Voilà. Formations les plus courantes, de quoi s'agit-il? Voilà, alors justement, ça c'est un sujet important parce qu'il y avait aussi une réflexion qui était j'entendais beaucoup de choses, notamment au niveau des compagnons bâtisseurs, c'est que on veut aussi, on se fixe aussi comme objectif d'éviter que l'auto-réhabilitation ne se résume aux secondes œuvres. On essaie, et on a essayé de s'imposer gentiment, dire ok, on y va comme ça, mais à une condition, que la famille puisse aussi, avec les compagnons bâtisseurs en autoréa, assurer, on va dire, une partie ou un lot énergétique au même titre que les artisans présents. C'est-à-dire que là, pour la situation à laquelle je pense, la famille assurera en auto-réhabilitation avec un animateur technique des compagnons bâtisseurs qu'on a, nous, préformé à Doremi, parce qu'on avait l'occasion de faire, une partie quand même importante de l'isolation, en remplacement de menuiserie, création de cloisons isolantes, isolation d'un plancher bas en sous-face, donc des gestes techniques qui sont quand même lourds. Et ça sous-entend une formation de combien de temps? Alors, pour la formation qu'on imagine maintenant, nous, dans le complexe ensemblier, la formation des coordinateurs technique, ensemblier technique, coordinateur technique, elle sera finalement la même que celle qu'on dispense aujourd'hui chez Doremi pour les formateurs qui sont disséminés sur le territoire français, c'est-à-dire 4 semaines et demie environ. Voilà. À cela se rajoute une autre formation qui va être dispensée aussi par Doremi, qui va concerner cette fois-ci les artisans ou les animateurs techniques qui vont aussi, en collaboration avec leurs collègues, intervenir sur le chantier et dans le cadre de l'autoréa.
Et ne pas oublier, parce qu'il est absent, si tu permets. Et oui, Franck Billot qui devait être avec vous. Oui. Donc le réseau Ecohabitat, lui, va se charger d'assurer la formation des ensembliers ou des coordinateurs sociaux, c'est-à-dire toute la partie qui va concerner l'approche sociale, l'accompagnement et aussi l'ingénierie sociale et financière. Bien, donc les premières réalisations. Si je suis assez. Ça me paraît très complet. Première réalisation donc en 2022, si vous avez démarré là. Alors, si on considère que le chantier sur lequel on a travaillé, c'est vrai que nous, je ne dis pas qu'on a triché, mais on avait une réflexion qui était un peu avancée et qui s'est présentée parce qu'on nous a fait une demande forte sur le territoire, j'insiste quand même. Et on a respecté aussi le signalement que nous a fait l'artisan. Nous, le chantier, si les dieux sont avec nous, puisqu'il y a encore, on attend des accords, je pense qu'il peut démarrer début 2022 sans trop de problèmes. Bien, merci. Vous vouliez ajouter autre chose, monsieur Zafi, puis on va voir dans la salle. Ensemblier solidaire, c'est un exemple justement du type de projet qu'on peut faire au sein de l'association. C'est-à-dire que là, on unit 3 compétences, les compétences techniques de Dorémy, les compétences sociales de REH et les compétences des compagnons bâtisseurs qui sont assez vastes, mais en particulier sur l'auto-réhabilitation. Et donc, en fait, ces 3 organisations manquaient de certaines compétences. Et grâce à ce travail en commun, on arrive à faire quelque chose qui est beaucoup plus performant. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut développer au niveau de l'association, mais sur l'ensemble du territoire. Vous parliez tout à l'heure des réseaux territoriaux. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'essayer d'avoir les acteurs locaux dans les territoires pour essayer de réfléchir à la façon dont on peut aborder la question de la précarité énergétique avec un objectif ambitieux, c'est de se dire on peut éradiquer la précarité énergétique d'ici 2030, mais il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Bien, merci, ça me paraît tout à fait complet. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez quelques commentaires avant de conclure notre journée ou d'autres exemples ou réactions à tout ce qui s'est dit là? Comme je ne vous vois pas, je laisse monter le micro, j'aperçois de loin. Ici, Pascal Lefort, compagnon bâtisseur Rhône-Alpes. Moi, oui. j'ai quand même une question, parce qu'on a parlé à plusieurs reprises des problèmes de valorisation des dons d'équipements dans les montages financiers. Et puis là, on parle d'apport en industrie, de recyclage, de matériaux, etc. Donc, dans ce projet ensemblier solidaire, du coup, ça, comment on le traite, enfin, ces questions-là dans le montage financier global de l'opération, pardon. Qui veut répondre? Mathieu? Je vais essayer de comprendre la question un peu. Enfin, je vois le truc. Tant qu'on n'a pas expérimenté, en fait, on ne peut pas vraiment savoir. C'est-à-dire que c'est comme sur les questions de flux tendus, ça va être sur des opportunités qui vont se présenter. Je vais pouvoir chiffrer un chantier, par exemple, de rénovation totale et performante super bien, qu'on aura pour 80 000 euros. Pour que je fasse descendre ces 80 000 euros à 70 000 euros, il va falloir que je me démerde à aller voir des partenaires pour des dons de matériaux, que je ne rentrerai pas dans la question du recyclage, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur l'aspect social et solidaire, ce sera défiscalisé, mais ce ne sera pas au titre de la gestion du déchet. Donc ça, c'est a posteriori que je pourrais le valoriser. Après, dans l'autoréhabilitation accompagnée, parfois, il y a une très grande volonté des personnes à faire les choses. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, après on s'en rend compte aussi, nous, sur des chantiers qui sont très longs à se monter. Quand c'est des dossiers ANA, on parle de 18-24 mois, bon voilà, les gens ils attendent, et puis une fois quand il y a l'accord de financement, on leur dit bon, attention, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que tu vas bosser. Des fois on les perd un peu, donc entre ce qui était envisagé initialement et ce qui est réalisé, parce que c'est pour le coup difficilement modélisable, et donc je ne peux pas vraiment répondre à la question sur comment, par anticipation, on va pouvoir dire l'apport en industrie sur ce projet-là, ça va représenter tant. Voilà, ça me paraît un peu compliqué, vraiment. C'est a posteriori, c'est-à-dire que moi, je peux valoriser une opération avec du réemploi Solibat et l'apport en industrie de l'habitant, de bénévoles, etc., mais à la fin du chantier. Enfin, moi, je ne suis pas un vendeur de rêve, en fait. Je fais le truc, je dis, bon, bah voilà, ça, c'est l'expérience, c'est le résultat de l'expérience, c'est ça. Donc, on le verra après. Mais par contre, s'il n'y a pas d'argent, on ne fait rien. Mathieu, vous voulez ajouter autre chose? Pardon, Martin Delcieux. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Oui, sur l'apport en industrie, nous, on souhaite engager une conversation avec l'ANA
Parce qu'on le voit aujourd'hui, on a un sujet, c'est que c'est pas valorisé trop dans les plans de financement, et notamment on a un exemple en Outre-mer. Alors c'est pas avec l'ANA, mais c'est avec la DEAL. Il me semble qu'on a aujourd'hui intégré l'apport en industrie des habitants dans les plans de financement, ce qui nous a permis d'ouvrir l'assiette globale de subventions, et donc ça a permis de consolider les plans de financement. Et clairement, ça fait partie de nos enjeux, c'est de pouvoir l'intégrer systématiquement. Donc il faut le recenser, mais pour pouvoir notamment bénéficier en fait d'un surcroît de financement. Patrick Gachet, enfin. C'est pour répondre un peu à la question de Pascal, c'est où en rajouter. Je pense qu'on sera d'autant plus obligé je parle de réajustement, pendant l'évolution du dossier, de refaire des calculs. Pour une autre raison en plus aujourd'hui, c'est que, j'alerte là-dessus quand même, c'est qu'il y a eu, vous le savez tous, des hausses considérables sur les matériaux qui continuent. On a des centaines de pourcents, par exemple, sur matériaux tels que la laine de bois, et qui provoque des incidents au niveau de la promesse de livrabilité du chantier. C'est-à-dire que les artisans aujourd'hui de Rémy m'appellent en disant « Moi, je ne peux pas garantir mes prix au-delà de telle date. Donc, quand on va arriver avec nos gros sabots, ton dossier ne tiendra plus. Comment tu vas faire ?» Donc, ça veut dire que moi, je vais rappeler Mathieu en disant « Est-ce que tu peux me trouver, je sais pas, des fenêtres ? Parce que finalement, on ne passe pas suite à la hausse qu'on a eue entre le moment où le devis a été fait et... » Voilà. Donc, c'est un sujet supplémentaire. Et un autre qui vient se rajouter pour nous, c'est l'occasion d'en parler, je pense que vous l'avez sûrement vu arriver, c'est qu'on a aujourd'hui une carence RGE, c'est-à-dire qu'on a une hémorragie de découragement sur la démarche RGE de la part des artisans, et on est régulièrement obligé de venir chercher une autre solution du fait de la démission RGE des artisans qui sont pourtant mis en avant. Voilà. Donc ça complique les choses. On n'est pas tout à fait au bout des difficultés. On rappelle quand même, pour être tout à fait complet avec vous, sur les ensembliers solidaires, vous êtes sur plusieurs territoires en France, les régions Hauts-de-France, Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Occitanie, j'en oublie pas, et Outre-mer. Et Outre-mer, merci, je ne l'avais pas. Et qu'également, vous visez quand même assez loin, puisque vous espérez au moins 1000 réhabilitations. Avant quand 1000 réhabilitations. Il faut une date. L'idée de ce projet expérimental, c'est faire la démonstration que ça marche. C'est le but de l'association, d'ailleurs, en général, de faire des expériences, de montrer que ça marche, et ensuite d'en faire des politiques publiques, si possible, mais en tous les cas, obtenir un financement public. Et là, clairement, l'objectif, c'est de former 400 ensembliers solidaires par an jusqu'en 2030. Et ça, il faut trouver un financement. Et l'idée qu'on a pour l'instant, c'est de déposer un programme de certificat d'économie d'énergie qui permettrait de financer la formation de ces personnes qui sont en capacité que des travaux de rénovation se développent, tout simplement pour les plus grands précaires. Donc c'est un sujet qu'on débat qui est assez lourd, mais on pense que de toute façon, si on ne développe pas le métier d'ensemblier solidaire, on n'atteindra jamais les objectifs de rénovation, surtout pour les plus précaires. Donc surtout avec les contraintes que vous avez rappelées. Merci beaucoup, c'était tout à fait complet. On va vers les conclusions, donc à présent, en vous remerciant tous les quatre. Et je vais céder la parole à Gilles Vauclin. Excusez-moi, il y a quelques questions. Ah, pardon. Oui. Excusez-nous, on est dans le noir absolu là-haut, donc on ne vous voit pas. Allez-y. On a encore quelques minutes, pardon. Oui, salut. Marc-André Chéron, coordinateur de travaux propriétaire occupant en Provence. Pour essayer de préciser un peu plus ce que Pascal disait, comment le don de matériaux, Solibat, tu me donnes des menuiseries, du coup je dois le retirer du plan de financement. Si je le retire du plan de financement, l'ANA ne va pas le calculer dans les 35%, et c'est la double peine à chaque fois. Donc comment on peut, Atlantique qui nous offre plein de trucs, et je suis obligé de dire non, et je chiale, vous n'avez même pas idée, je chiale dans mon bureau parce que je suis obligé de dire non. Si vous trouvez une solution, là, je vous aime d'amour. C'est désespérant ce que vous nous dites. Bon, en fait, je le mets pas. Je le mets pas. Mais ça dépend. En fait, je pense que ça dépend beaucoup des délégations, parce que bon.
on parlait tout à l'heure des changements de texte réguliers, c'est chiant parce que ça engage des lourdeurs et tout. Enfin, si à un moment donné, nous, on a fait des bricobus aussi, c'est parce que moi, à un moment donné, je trouvais insupportable de voir des gens mourir en commission. Ça fait 1 an et demi qu'on parle d'une situation. La pauvre Madame Michu, à 78 ans, bon, allez, dossier classé. Voilà. Alors qu'on a passé des heures et des heures à essayer de trouver parcours confiance avec la caisse d'épargne, machin. Bon, c'est compliqué. Mais ce que je sais, c'est que essayer d'être proactif et de ne pas se foutre de problèmes plus que ça, faut y aller. L'ANA, les délégations, donc il y a la DDT qui gère un peu ça, qui est le service instructeur. Il y en a qui sont plus ou moins dynamiques en fait. Il faut essayer de discuter avec elles. Et puis il y a aussi ceux qui portent les OPA ou les PIG. Il y a peut-être moyen aussi de discuter avec elles. Moi, je me pose pas trop la question parce que ce qu'on me demande, c'est un devis main d'œuvre, un devis matériaux. Voilà, dans le cadre et puis je mets les matériaux que je vais mettre, mais je vais pas mettre ça vient de chez Leroy Merlin ou de chez machin. Je mets mon niveau de performance énergétique, mon UW pour ma fenêtre. Mais qu'elles viennent de Solibat ou pas, ça, j'en parle pas, en fait. C'est pas leurs oignons, en fait. Hein. Juste peut-être... Comment ? Ça marche pas en Provence. Ouais, je sais pas, il faut voir avec l'ANA centrale. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à pleurer ? Si je peux me permettre, juste sur... ici, par ici. Ouais. Si je peux me permettre, Nordine Farag des Compagnons Bâtisseurs Hauts-de-France. Enfin, nous, on a déjà eu le cas où on a eu des dons de matériaux. On a réalisé des devis qu'on a déposés dans des dossiers ANA classiques. Le matériel était indiqué avec la performance énergétique. C'est juste qu'au niveau du coût, il était marqué 0. Et du coup, ça réduit le coût de la facture et du montant de travaux soumis à la subvention. On n'a jamais eu de problème. Alors, je n'ai pas envie de soulever un loup sur les Hauts-de-France et avoir des problèmes par la suite, mais pour moi, ça pose aucun problème. C'est même plutôt bien vu de la part des collectivités parce qu'on est dans cette dynamique de recyclage, d'écologie et ça pose aucun problème chez nous. Ce que je retiens juste, c'est que l'État ne donne pas 2 fois. Donc, bien sûr. Donc la défiscalisation... Ah bah oui, non mais... À partir du moment où c'est des matériaux qui sont défiscalisés, effectivement, on ne va pas faire une subvention d'amélioration de l'habitat sur quelque chose qui a déjà été défiscalisé. Bon, alors après, comment, pourquoi, etc., machin, ça, j'en sais rien. Mais voilà, de ce que je sais, c'est peut-être qu'il y a des matériaux qui pourraient être donnés et pas défiscalisés. Bon, et qu'on pourrait mettre sur nos chantiers, qu'on pourrait facturer un peu comme on veut. Je ne sais rien si c'est possible. Je vous rappelle à tous que nous avons un banquier sur ce plateau. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter tout ce que vous entendez, Gilles Vauquelin. De toute façon, on va vous laisser la parole pour les conclusions. Merci à tous, merci beaucoup. Et après vous Alexandre Le Goguet pour terminer. Venez, Alexandre, bien sûr. Monsieur Vauquelin.